Bonjour à tous, aujourd'hui on continue le chapitre 18, on est au paragraphe 5-6, espace isomorphe. On dit que deux espaces vectoriels sur le même corps d'escalaire K sont isomorphes si on peut trouver un isomorphisme entre deux. Je vous rappelle qu'un isomorphisme c'est une application linéaire et bijective. Donc deux espaces sont isomorphes si on arrive à construire entre deux, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire de E vers F ou de F vers E, une application qui est à la fois linéaire et bijective. D'accord ? Pourquoi ça n'a pas d'importance le sens? Parce que si vous arrivez à construire F qui va de E dans F, qui est linéaire et bijective, eh ben on sait que l'application réciproque F-1 est forcément aussi bijective, puisque c'est l'application réciproque de F, et on a vu ensemble que l'application réciproque d'une application linéaire est linéaire aussi. Donc si vous arrivez à construire quelqu'un entre E et F, vous arrivez forcément aussi à construire une autre application entre F et E, c'est l'application réciproque, et elle est aussi un isomorphisme. Isomorphe, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire iso, même, morphos, corps. Ça veut dire que les deux espaces se ressemblent énormément. Attention, ce n'est pas toutes les applications entre E et F sont des bijections. C'est parmi toutes les applications entre E et F, il y en a qui sont bijectives. D'accord? J'arrive à trouver une application bijective. Je ne dis pas que si E et F sont isomorphes, alors toutes les applications entre deux sont bijectives. D'accord? Donc la première proposition, on va construire les propositions une à une pour arriver à quelque chose d'assez fort. La première proposition, c'est que si vous avez un espace vectoriel de dimension P, il est isomorphe à Kp. Donc ça, c'est une capsule. Ensuite, grâce à ça, grâce à cet isomorphisme avec Kp, on va réussir à démontrer que deux espaces de dimension P sont isomorphes entre eux, sans passer par Kp. Effectivement, si je prends E et F, deux espaces vectoriels de dimension P, donc deux espaces vectoriels sur K tous les deux, puisque d'après ce qui précède, un espace vectoriel de dimension P est isomorphe à Kp, on sait qu'il existe une application linéaire de E dans Kp bijective, c'est-à-dire un isomorphisme, et puis F de la même façon, puisqu'il est de dimension P, il existe une bijection linéaire entre F et Kp, je vais l'appeler G. D'accord? Ben, à ce moment-là, c'est très facile de construire une application entre E et G, on n'a qu'à passer par Kp, voilà. Donc entre E et Kp, je l'ai appelé F, et entre Kp et F, ce serait G-1. Donc l'application qui va directement de E dans F, ce serait G-1 en F. Attention à l'ordre. Et on a vu ensemble que une application linéaire, l'application réciproque est linéaire, donc G-1 en F, elle est bien à la fois bijective et linéaire. Donc c'est un isomorphisme. Donc on a réussi à trouver un isomorphisme entre E et F. E et F sont donc isomorphes. On a vu que un espace de dimension P était isomorphe à K puissance P, on va montrer la réciproque, c'est-à-dire si on arrive à montrer qu'un espace vectoriel est isomorphe à Kp, c'est-à-dire que si on arrive à construire une bijection entre un espace et Kp, il est automatiquement de dimension P. Alors, on va faire la démonstration. Donc on va noter E, l'espace vectoriel qui est isomorphe à Kp. Par définition, ça veut dire qu'on arrive à construire un isomorphisme entre Kp et E. J'ai choisi d'aller de Kp vers E. Et j'ai choisi aussi d'appeler epsilon 1, epsilon p la base canonique de Kp. Donc pour rappel, ça veut dire qu'epsilon k, c'est le P uplé avec un 1 en kème position et des 0 sinon. On va regarder la famille f de epsilon 1, f de epsilon 2, etc., f de epsilon p. C'est donc une famille de p vecteurs, et chaque vecteur est dans E. Ça c'est dans E, ça c'est dans E, etc. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette famille? Eh ben, on a vu ensemble, dans le paragraphe transport de famille, que puisque f est bijective, cette famille-là est une base de E. Par conséquent, on a une base de E. Pour trouver la dimension de E, il suffit de compter le nombre de vecteurs de base, et il y en a P. Donc on a démontré que si un espace est isomorphe à Kp, il est forcément de dimension P. On va aller plus loin que ça. Si deux espaces de dimension finie sont isomorphes, ils sont automatiquement de même dimension. D'accord? Là encore, c'est assez facile à démontrer, parce que si je note que E est de dimension n et que F est de dimension m, E est de dimension n, ça veut dire qu'il est en bijection avec K puissance n, F est de dimension m, c'est-à-dire que F est en bijection avec K puissance n, et on a aussi une bijection, puisqu'ils sont isomorphes, entre E et F. D'accord? Donc on a trois applications, F, G, H,
toutes les trois bijectives, ben, à ce moment-là, ça veut dire que Kn et Km sont eux aussi en bijection. Donc par exemple, on dit que Km est en bijection avec Kn. Par conséquent, d'après ce que je viens de dire, il est de dimension n. Bah donc m égale n. Ok? Donc ce corollaire-là, il est extrêmement important, extrêmement pratique, parce qu'il va nous permettre de trouver un autre moyen de déterminer la dimension d'un espace. Si jamais vous avez un espace qui est en bijection avec un autre espace, bijection linéaire, et qui sont de dimension finie, ils ont automatiquement même dimension. Donc imaginez, vous savez que E et F sont en bijection linéaire, en isomorphisme, on dit qu'ils sont isomorphes, mais si vous connaissez la dimension de F, ça va vous apprendre la dimension de E. Donc ça va être une nouvelle technique, et qu'on met en œuvre notamment lors de la recherche de l'ensemble des suites qui sont récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc vous avez eu un poly à ce sujet, je passe au paragraphe 5-7, vous avez eu un poly à ce sujet, là maintenant vous avez le cours correspondant, vous pouvez commencer à le regarder. Le principe est le suivant. Quand vous cherchez l'ensemble des solutions de cette équation-là, donc A et B sont fixées, je ne fais pas varier A et B, vous cherchez l'ensemble des suites qui vérifient ça. En pratique, ça se fait en plusieurs étapes. D'abord, on démontre que l'ensemble des suites qui vérifient ça, je l'ai appelé U, est un espace vectoriel. Ensuite, on démontre qu'il est de dimension 2 en le mettant en bijection avec R2. Et puisque ensuite il est de dimension 2, ça aussi, souvenez-vous, on a déjà utilisé cette astuce, pour trouver une base, il suffit de trouver une famille libre à 2 éléments. Une famille libre à 2 éléments dans un espace de dimension 2 est une base. Et la base qu'on cherche, enfin la famille libre que l'on cherche, on cherche à savoir si elle peut être constituée de suites géométriques. C'est-à-dire on cherche s'il y a une suite Rn qui peut être dans U. Et on démontre que oui, à condition que R vérifie l'équation caractéristique. Donc là, ça y est, vous avez le cours correspondant pour pouvoir comprendre les formules qu'on vous a données pour les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Dernière partie de cours avant de parler de projection et de symétrie. On a vu ensemble que si on connaissait une base de l'ensemble de l'espace de départ, à ce moment-là, une application linéaire avec cet espace-là comme départ, elle était entièrement déterminée par l'image des vecteurs de base. Si je mets des noms là-dessus, si je fais E, espace de départ de base E1, En, si je connais F de 1 et F de N, je connais l'image de tout le monde, parce que tous les vecteurs sont combinaisons linéaires de 1 et n, donc toutes les images seront combinaisons linéaires de f de 1 et f de n. On a un petit peu la même propriété pour les supplémentaires, c'est-à-dire que si E est une somme directe de 1 et de 2, pour connaître une application sur E, savoir ce qu'elle fait, un vecteur elle associe quoi, il suffit de savoir ce qu'elle fait sur E1 et ce qu'elle fait sur E2. D'accord ? Je vais le dire autrement, si vous avez une application F1 qui part de 1 et une application F2 qui part de 2, il y aura une unique application F, restreinte à 1, qui coïncide avec F1, et qui coïncide avec F2 sur 2. D'accord ? Je vous ai fait la démonstration ici, n'hésitez pas à me poser des questions. Et évidemment, conséquence, si vous avez deux applications qui sont identiques sur E1 et identiques sur E2, et ben elles sont forcément identiques sur E. Donc ça c'est très pratique, parce que vous pouvez avoir l'application qui est très simple sur E1 et très simple sur E2, et donc je l'étudie sur E1 et sur E2, et ça me permet ensuite de savoir ce qu'elle fait sur E. Un exemple d'application. Imaginons que E soit la somme directe de krf moins 2 identités et de krf plus 3 identités, où f est une application linéaire de E dans E, c'est-à-dire un endomorphisme de E. Sur cet espace-là, l'application f, elle est extrêmement simple. Donc on va appeler cet espace-là E1, et lui on va l'appeler E2. Si je regarde f restreinte à E, E1, si je prends un vecteur de E1, U il est dans ker de f moins 2 identités, donc si je calcule f de U, rappel, si je suis dans ker de f moins 2 identités, ça veut dire que f moins 2 identités de U, donc U il est dans ker de f moins 2 identités, ça veut dire que f moins 2 identités de U ça fait le vecteur nul, de E, ensemble d'arrivée. Or ça fait f de u moins 2u, et si je passe le moins 2u dans l'autre membre, ça fait f de u égale 2u. D'accord ? Donc si u il est dans E1, son image c'est forcément 2 fois lui-même. Je vais le dire autrement, la restriction de f à E1, c'est 2 fois l'identité. C'est-à-dire si elle prend quelqu'un de E1, elle le double. U associe 2u. Si vous avez compris ça, vous comprendrez aisément que de la même façon, f restreinte à E2, réfléchissez, mettez sur pause, c'est moins 3 identités. 2, ici, identité de E1.
D'accord? Donc les deux restrictions de f à E1 et de E2, elles sont extrêmement simples. Imaginons qu'on vous apprenne ça, qu'on vous dise ben f restreinte à E1 c'est 2 identités et f restreinte à E2 c'est moins 3 identités. Est-ce que vous pouvez trouver f sur E tout entier? Eh bien oui, bien sûr, parce que si je prends un vecteur U dans E, il existe un unique couple U1, U2, chacun dans E1 et dans E2, tel que U c'est soit U1 plus U2, définition du fait que 1 et 2 soient supplémentaires dans E, et f de U dans ce cas-là, ça sera f de U1 plus U2, linéarité, f de U1 plus f de U2, oui mais U1 il est dans E1, donc on sait que la restriction de f à U1 c'est 2 fois identité, et l'autre c'est moins 3 fois identité, et donc je sais calculer l'image de n'importe qui. D'accord? Illustration de je connais f qui est simple sur chacun des deux espaces supplémentaires, j'arriverai sans difficulté à trouver f sur l'espace E tout entier. Fin de la capsule.